L'épisode vous est présenté par Service Pelletier-Gosselin, la solution pour tous vos besoins associatifs, que ce soit la tenue de livre, le soutien au membership, comptabilité. Ils peuvent vous aider à faire votre administration. Ils nous aident, nous, parce que c'est sûr qu'on n'y arriverait pas par nous-mêmes. On est bien trop occupés à brasser de la bière puis à l'amener au tailgate. Et parlant de bière, nous sommes également commandités par Brasseur RJ qui nous fournit de la merveilleuse belle gueule sur les tailgates. Si vous n'êtes pas encore membre des Montagnards, ben inscrivez-vous. Consommation gratuite à toutes les tailgates. Une consommation gratuite à toutes les tailgates à domicile des Carabins. Donc, venez nous voir prendre une petite bière puis jaser football avant le match. Bon podcast, tout le monde. Je suis Éric Généreux, je ne dis jamais mon nom. Je vous souhaite la bienvenue. J'arbore la cravate de la victoire, une tradition après une victoire contre les rouges et dorés, bruns de Québec. Les bruns de Québec. Avec moi cette semaine, la toujours très colorée Tamélia Elkadi. Bonjour. Et le subaquatique François Mathieu. Bonsoir. On a un peu d'eau dans le schlag. Oui, un petit peu de tempête tropicale. Mm-hmm. Il y a de l'eau. Il y avait des geysers. Il y avait des geysers sur Adam. C'est pas une blague. À un moment donné, je suis passé dessus. J'avais peur que la roue de ma voiture. Je pensais que le canal avait levé et qu'il y avait un trou. Finalement, c'est juste les canals qui rouvrent. Peu importe, là, ça a l'air d'être nouveau dans ce coin-là. J'étais convaincu que j'allais rester là. Mais là, il y a de l'eau. Ça a sorti par tous les tuyaux du garage. Il y a de l'eau qui est sortie dedans. OK. Bon, ben, en espérant que tu n'as pas un trop gros dégât puis que tu vas t'en remettre facilement. Tout est en ciment ici. C'est déjà pas All right. Hey, gros match en fin de semaine, un paquet de choses. Nous avons inauguré notre domicile temporaire qui est je ne sais pas comment il s'appelle le terrain, c'est comme le terrain B du centre Claude Robillard qui était plein à craquer quand même, je veux dire, à pleine capacité. Puis c'est pas un endroit qui est construit pour accueillir des grosses foules. On a subi les contre-coups de ça. Mais on a quand même eu un bon match. Pas beaucoup de touchés, mais quand même des drives, beaucoup d'actions, un pointage quand même assez typique, Carabin Rouge et Or, qui s'est soldé par un botté dramatique à la toute fin. Comme à l'habitude, je vous invite à juste revisiter le pointage, voir un peu le rythme du match. Donc, début de la partie, sur la première séquence, suite à un retour de botté d'envoi quand même impressionnant. Philippe Boyer, un premier placement, 3-0 Montréal. Quelques minutes plus tard, c'est Michael Broderick qui intercepte la passe du carrière de Laval. Il la ramène 65 verges pour faire 10-0. Boyer va ajouter un autre placement au début du deuxième quart. Donc là, on est à 13-0 Carabin. Et là, Laval va commencer son retour. Un toucher de sûreté qui est concédé. Arsenault qui trouve Desjardins sur 15 verges pour faire 13-9. Et finalement, sur le dernier jeu de la demi, Blanchard sur 36 verges, on se retrouve 13-12 Montréal à la demi. Donc, très serré à ce moment-là. Troisième quart, au milieu de celui-ci, Blanchard qui va placer un autre 3 points, 15-13 Laval. Philippe Boyer qui rate un botté pour un simple. Donc, on est à 15-14. Ensuite, Blanchard et Boyer s'échangent des placements, 18-14, 18-17. Et à la toute fin de la partie, 9-24, Boyer qui volontairement, avec un botté de dégagement, va chercher un simple. Probablement qu'il visait en avant de la ligne des buts, mais du moins, il est allé chercher un point. Et sur le tout dernier jeu du match, Boyer, sur 45 verges, donne la victoire au Carabin, 21-18. Ça nous résume le match. Donc, comme je disais, un match, somme toute, quand même assez offensif, malgré le pointage. Là, quand je dis assez offensif, c'est dans le contexte de ces deux équipes-là. Offensive totale pour Laval, 240 verges, Montréal, 310. Il y a eu des beaux retours de beauté aussi qui ne sont pas vraiment comptabilisés là-dedans. Beaucoup de revirements pour un match Montréal-Laval.
On va commencer la tournée. Tam, tes impressions sur le match? Ça a été un match typique Carabin-Rouge-et-Or, donc un match de rush. Deux défensives qui étaient au sommet de leur art, qui ont dicté l'allure du match. Donc, des jeux clés, créer des revirements. Et ce qui arrive toujours dans ce type de match-là, c'est celui qui crée le revirement de plus qui gagne la partie. C'est ça qui est arrivé. Les deux offensives ont été très ordinaires, mais en même temps, les deux défensives ont excellé, ce qui fait que... Les Carabins, c'est juste 56 verges d'attaque au sol, ce qui n'est pas énorme. On avait parlé la semaine dernière que pour réussir à bien s'en sortir, il faudrait que les Carabins établissent leur jeu au sol. Ça n'a pas vraiment été le cas. Au lieu de ça, on a Sénécal qui a tenté énormément de passes. 41 tentatives, 2 interceptions, 22 passes complétées, mais il finit quand même la journée avec 281 verges et surtout une grosse drive avec 40 secondes à jouer pour placer son batteur à portée de tir pour la victoire. François, tes impressions? Ben, tu vois, je m'en allais justement où tu en as parlé. Ça a été... Comment je peux vous dire ça? Sur place, j'ai trouvé que c'était une game ennuyante, mais vraiment ennuyante parce qu'il n'y avait pas de rythme. Beaucoup de revirements, une attaque qui n'était pas capable de se mettre en place. Mais il y a aussi, bon, mais on n'en parle pas, on en a parlé un petit peu, mais le centre Claude Robillard était complètement plein. On était dans la zone début. Je dirais que par l'endroit où on était, que notre vision du jeu n'était pas optimale, ce qui me rendait mon expérience encore. Qui faisait que j'avais encore l'impression que la game était encore plus plate. On va dire ça. En plus, il faisait chaud, un tantinet. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ma peau poussait encore le cochon brûlé. Là. Fait que j'avais l'impression que c'était une game qui était lente et qui était ennuyante. Quand je l'aurais écouté, je me suis rendu compte que c'était plus intéressant que ça l'était vraiment une game vraiment défensive. Mais l'attaque a eu énormément de misère à se mettre en place. Puis, t'en parlais il y a 2 minutes, à cause, à mon avis, du jeu au sol. J'ai l'impression que les deux attaques, les deux des équipes avaient la même stratégie, soit de dire à l'autre, on va couper ton jeu au sol et on va te défier de te battre par la passe. On sait depuis que historiquement, le Rouge et Or, c'est une attaque de jeu au sol. Puis les Carabins, ben, avec Bertrand Beaulieu, c'est ça qu'ils font. Ils installent le jeu au sol, puis après, ben, Jonathan réussit à découper la défensive. Le problématique, c'est autant Laval que Montréal, le jeu au sol servait à rien. Mais il était zéro. C'est que les deux équipes sont devenues complètement unidimensionnelles. C'est qu'ils sont mis à couper, à lancer des ballons partout, puis à ne pas voir les chaînes de défensive. On l'avait dit la semaine passée, on allait revenir avec un 4-3 justement pour bloquer le jeu au sol. C'est exactement ce qui est arrivé. Les défensifs ont été écœurantes, ce qui a fait des revirements. Broderick qui a fait des revirements. Alec Proyer qui a fait un revirement. C'était comme ça. Les deux attaques ont été brouillons, à l'exception de quelques belles drives, la dernière, à l'exception de quelques beaux courses au sol du Rouge et Or avec Muganda. C'était assez anémique comme même, je suis d'accord, il y a des... Tu vois, François, la plus belle course du Rouge et Or, c'est Blanchard, 23 verges. Ouais, son jeu sa seule du match. Muganda, sa plus longue du match, c'est 13. Une moyenne de 3,6. Donc, ça n'a vraiment pas été un succès. Non, puis Blanchard, Bertrand Beaulieu est à 3,9. Donc, les deux porteurs numéro 1, là, ça n'a pas été des grosses journées. Non, puis les deux sont en bas de 50. On a vu Williams Legault être utilisé en Wildcats sur les 3 et courts. Par contre, on va descendre. OK, mais là, maintenant que je viens de démolir un peu la défensive, l'attaque, je pense qu'on va juste redonner à César ce qui revient à César. Les deux défensives ont été extraordinaires. Les secondaires des deux équipes, les kings de secondaire des deux équipes ont été 40. Pour les Carabins, tu as eu Broderick. On l'a vu, il a été dans le Kodak. Son retour était dans le Kodak constamment. Nicky a été dans le Kodak constamment. Puis, là, on a eux autres, là, ils ont mis de la pression constamment sur le corps arrière. Mais ça a aidé par la ligne offensive. La ligne offensive, je pense qu'on a vu toutes nos D-lines constamment.
Ils roulaient, mais c'était une telle bonne chose parce qu'on les a tous vus constamment. C'était des nouveaux. Oui, ça arrivait à plusieurs reprises que tu n'avais pas le mieux Cardinal, tu n'avais pas Mercier, puis tu n'avais pas Frontenac sur le jeu en même temps. Non, ils n'étaient pas sur le jeu les trois. Exactement, on mettait Froncon, on mettait. Maisonneuve qui a eu une bonne partie. Maisonneuve qui a eu une incroyable partie. Thibault, on mettait du monde rapide. Et ça a été une bonne. Ben regarde, on le voit là, dans les solos. Regarde, Farinaccio puis Niki puis Broderick, ça a été écœurant. Oui, un petit peu de statistiques. Là. Farinaccio, 7 solos, 2 assistés, un échappé forcé, 2 sacs. Broderick, 7,5 sacs, plus son interception. Hein? On parle quand même de l'interception. Puis on a Maisonneuve aussi qui a ramassé un sac. C'est quand même 3 sacs contre Laval dans la journée, ce qui est très bon. Ouais, puis Laval aussi a été excellent. Ils ont mis de la pression, là, puis à tout moment, ils mettaient de la pression. Ça est arrivé. Mais le retour d'Alec Poirier a ça change. La défense. Là. Ça n'avait rien à voir avec la défense qui ont sorti contre l'équipe. Ah non, puis et le retour de Rouleau qui n'était pas là à Dunsmore. Ça paraît que c'est une vraie belle équipe aussi. Donc, les deux attaques ont eu de la misère, mais les défensives ont été juste très bonnes. Les DB aussi ont bien joué. La vallée du Rouge et Or a réussi à contrer nos receveurs. Même principe que. La Porte aussi un bon match. Ah oui, sur notre côté. La vallée, la Porte, les deux leaders du côté de Laval dans les plaqués. Saint-Cyr qui s'est mis à courir après Frédéric Antoine. La défensive a été vraiment solide des deux équipes. Puis on a juste appelé là, que dire des unités spéciales? T'sais, on parle des batteurs, mais Blanchard, tu parlais de la meilleure course, mais la meilleure course de la journée, c'est Blanchard, le porteur de ballon sur le jeu truqué. C'est excellent. Puis ça puis le retour de Botté en ouverture de jeu, là, en ouverture de partie, je ne me souviens pas, mais du côté des Carabins, c'était un très beau retour de Botté. Alexandre, exactement. Les batteurs aussi, comme je disais, il n'y a pas eu beaucoup de touchés. Mais les batteurs se sont fait aller. Les batteurs ont joué un rôle clé sur le positionnement du ballon. À l'exception d'un botté manqué. Mais c'est ça. Oui. Vous voyez, Blanchard, du côté de Laval, c'est 3 en 4. Il a raté un 40 verges. Puis Boyer, c'est 4 en 5. Il a raté un 30 verges là, qui a été transformé en 5. Puis sa moyenne sur les bottées d'envoi, 50. Hey, sur les dégagements, sont plus longs de 63 verges. C'est du botté, ça. Là. C'est vraiment du botté. Là. C'est vraiment du botté. Puis surtout avec une chaleur de plomb comme ça, pas de vent. Chapeau aux joueurs parce que c'était quelque chose. Chapeau aux joueurs des deux équipes parce qu'effectivement, ça ressemblait un peu au football, aux affrontements entre le Rouge et Or et les Carabins des dernières années. Pas de l'année passée, mais des années avant où il n'y a pas de toucher, où ça finissait souvent 12 à 9, des affaires de même. Mais sans farce. Mais sur place, j'ai pas trouvé que notre équipe jouait super bien. Il a vraiment fallu que je l'écoute à la télé pour voir comment je peux vous dire ça? Ben oui, hein, on regarde pas mal plus l'offensive puis les jeux offensifs que la défensive, ce qui nous permet de regarder à la télé. Autre bon point, là j'ai parlé de nos joueurs défensifs qui ont été excellents, mais la O-line a été très bonne. La jeune O-line des Carabins m'a impressionné. Surtout après la perte de Levac. La douloureuse perte de Levac. Hein. Je pense qu'elle va prendre de l'expérience parce que sa grande difficulté, c'était justement d'établir le jeu au sol. Pas capable d'établir le jeu au sol. C'est fait manger toutes les fois qu'ils ont voulu ponder pour ouvrir la course. Il se faisait ramasser par la défensive du Rouge et Or. Mais par contre, en protection, ils ont été excellents. Puis oui, Levac a été blessé, mais Diouf qui a pris sa place, c'est déjà excellent. Donc, ça augure bien, mais il va falloir qu'on puisse établir le jeu au sol. On va en reparler dans la préparation pour le match de ce vendredi. Il y avait un autre match au Québec au cours de la fin de semaine. McGill qui visitait Sherbrooke. Un match un peu bizarre. Tam, veux-tu nous en parler?
Le match n'était pas télédiffusé, mais de ce que j'en ai entendu, ce que j'en ai discuté avec ceux qui étaient sur place, McGill s'est tiré dans le pied parce qu'on s'entend que le Vert et Or avait son 3e QB comme partant, Picard. Ils ont juste fait 147 verges d'attaque totale pendant la partie, puis ils ont réussi à gagner ce match-là. Trouver l'erreur, alors que Eloi a encore des statistiques semblables à celles de Sénécal cette semaine. Beaucoup de revirements, par exemple. Le gros jeu de ce match-là, pas le gros jeu, mais le gros problème de McGill cette année, c'est les revirements. 4 revirements pendant la partie, dont un ballon échappé sur un botté de dégagement dans la zone des buts, recouvert par Sherbrooke, qui est les points gagnants de cette partie-là. Et l'inconstance des receveurs de McGill qui ont coulé cette attaque. Parce qu'il avait réussi à revenir en fin de match. Il était à la ligne de 15 avec 1 minute à faire, 3 passes incomplètes. Le match a fini comme ça. C'est pas compliqué. McGill a encore trouvé une nouvelle façon de perdre. C'est pas, exactement. McGill, je vais ressortir exactement ce que j'ai dit la semaine passée. Ils s'efforcent, ils font pas 2 fois la même erreur, ils s'efforcent d'en faire des nouvelles à chaque semaine. Et ils ont trouvé une nouvelle façon d'avoir de l'aide des épais. C'est pas compliqué. Sherbrooke, c'est un manchot avec une jambe cassée qui est à terre, qui attend juste qu'on l'achève. Ils ont une bonne défensive. Ils créent des revirements. Ils ont fait la même chose la semaine précédente pour avoir une victoire contre Concordia. Parce que c'est la même affaire, le match contre Concordia. Ils n'ont pas généré tant d'attaques que ça. Ils ont réussi à sortir grâce à leur défensive qui créait des choses et qui donnait des bons positionnements. Ils restent dedans, mais ils ont besoin d'aide. On s'entend qu'un botté échappé dans la zone des buts, il n'y a personne d'autre à blâmer que le gars qui est en dessous du ballon. Exactement, mais tu crées ta chance. Exactement. Je suis d'accord avec ce commentaire-là, Tam. Ils ont l'opportunisme, ils ont créé leur propre chance. Mais je continue à dire que c'est pas normal qu'une équipe comme Sherbrooke, avec un 3e corps arrière, pas de jeu au sol, pas d'attaque, qui réussissent. Disons que ça n'a pas été une semaine d'attaque dans la RSEQ. Il aurait pu laisser une case blanche sur le joueur de la semaine. Pour moi, personne n'est sorti du jeu. Ben bon. Ça a été un peu le débat aussi de savoir pourquoi Sénécal a gagné. C'est ça. Parmi les joueurs la panoplie de joueurs qui ne se sont pas démarqués, il y a quand même des statistiques honnêtes. Puis, comme je disais, moi, le principal argument en sa faveur, c'est tu prends le ballon dans ta zone des buts, pas dans ta zone des buts, mais de ton côté du terrain avec 40 secondes à jouer, puis tu mènes ton équipe à victoire, ça doit valoir quelque chose. C'est clair. C'est clair, mais effectivement, c'est pas une performance qui met. Qu'on se serait. On s'entend qu'il ne sera pas un joueur de la semaine au Canada. On s'entend. Puis tu vois, bien content pour le fait que le match McGill-Sherbrooke n'était pas télédiffusé aussi, je ne sais pas comment ils choisissent les joueurs de la semaine, ça ne doit pas aider. Parce que peut-être que Simmons de McGill aurait pu avoir cette honneur-là ou le porteur de ballon de Sherbrooke. C'est un peu embêtant de dire je vais le donner, le joueur offensif de la semaine, à un gars qui a un touché ou un carrière qui n'a pas 200 verges. T'es un peu coincé. Là. Il faut que tu en prennes un. Tu n'as pas le choix. Moi, j'aurais nommé 4 joueurs de la semaine en défensive cette semaine. Ouais. Pour moi, le gros arrêt, ça a été le défensif. Je pense que c'est pas une option, ça. Je sais que c'est pas une option. Non, mais on a... mettre un... Non, mais Tam a raison. On a nommé plein de joueurs qui ont excellé. Ouais. Broderick, Lavallée aurait pu avoir le titre de joueur de la semaine. Lavallée. Nacho aurait pu avoir le jeu de la semaine. Laporte aurait pu avoir le joueur de la semaine. Les Hurley défensives auraient pu avoir le joueur de la semaine. Je sais même pas si t'as-tu nommé Alec Poirier, ouais? Non, je l'ai même pas nommé Alec Poirier. Alec Poirier qui fait une interception. Qu'est-ce qui est gros, Alec Poirier? Hein? Je me souvenais pas qu'il était aussi gros qu'un des lances. Oui, c'est impressionnant, ça, le gros bonhomme qui chippe le ballon, là. Puis il se met à courir. Le mieux Cardinal qui a rabattu le ballon une couple de fois, tu l'as dit, après coup, là, c'est en réécoutant la partie que je me suis rendu compte de l'effort. C'était un match typique rouge et or, les deux défensives ont été excellents. OK. Je veux pas vous ramener dans le premier sujet, là, parce qu'il va falloir avancer. Mais effectivement, on pourra en reparler dans notre preview du prochain match. Est-ce qu'on avait quelque chose pour les autres matchs? Là, on vous passe des statistiques, on en a déjà tout parlé.
Les résultats de la semaine, bon, Concordia est en bail, on avait Bishops qui est en bail aussi. On regarde rapidement l'Ontario. Tam, veux-tu nous parler de ce qui est arrivé avec McMaster? Ça, c'est quelque chose. Ils sont allés perdre contre... Ils ont accueilli Ottawa. Ils ont dû déclarer forfait pour leurs 2 premiers matchs de la saison. Puis il y avait une fiche de 1-1 avant ça, parce qu'il y avait un joueur inéligible d'habiller. Donc, ça vient un petit peu scraper de leur saison. Là. Ils sont 0-3. Mais attends une minute, Tam, là, mais il avait quand même perdu 14-20. Là, ça, c'est le match de cette semaine. Oui, ils ont perdu. Ça, c'est sûr de cette semaine. Les 2 premiers matchs de la saison, il y en avait gagné un, il y en avait perdu un, mais là, ils ont perdu les 2 à cause qu'il y avait un joueur inéligible d'habiller. Et malgré ça, et en plus, ils ont perdu contre les GGs. Ah. Exactement. Donc là, ils sont un beau 0-3 après 3 semaines d'activité. Autre match peut-être à regarder, Western qui a pris le contrôle contre Queens. Qui a réussi à redresser la barre et à gagner un match. Oui, 1 et 2 maintenant. Ouais. Et Western qui continue sa domination. Queens, qu'on s'attendait peut-être à quelque chose. Je savais que le score l'indique, par contre. C'était un... OK. Mais Western continue leur rouleau compresseur en Ontario. Dans l'Atlantique, Saint-FX qui défait Acadia. Saint-FX qui continue à rouler. Il n'y a toujours pas d'offensive en Atlantique. Hein? Et quel match somnifère ça a dû être Mount Allison contre St. Mary's. 6-10, comme j'aime dire, un score de baseball. Donc, mais là, juste le 24-10, l'autre bord, en tout cas, peu importe. L'Atlantique, plus ça va, moins il y a de points. Et ils sont 2 équipes dans le top 10 de la semaine. Oui, parce que le système de classement n'a aucun bon sens. Puis c'est pas mieux dans d'autres sports. Là, le système complet de U-Sports est complètement fucké. Là. Ouais. Il serait mieux de revenir à l'époque où c'était juste des votes. Les Huskies ont gagné leur home opener devant 6000 personnes de belle façon. Manitoba continue sa descente, sa surprenante descente. Moi, je m'attendais à ce qu'il soit dans l'action cette parce année. qu'Alberta, ça n'a jamais été une puissance nulle part. Là. Et les Dinos qui continuent... Dans un soir donné, tu peux gagner. Là. Il y a quand même une certaine parité. Là. Mais disons que... J'ai pas souvenir d'avoir vu les Golden Bears dominants au football. Puis les Dinos qui sont en voie de disparition, hein, parce que Colin, ça va pas bien, 0-3. Ouais, je voulais le plugger, je trouvais que c'était... C'est le Jurassique qui commence. Voilà, exactement. La fin d'une ère. C'est une bonne blague, celle-là. Hein? Pas super? Ah, moi, il y a trop mal, en tout cas. Ça en fait un. Donc, cette semaine, on en a parlé brièvement. On va juste regarder un peu ce qui se passe ailleurs, puis on va revenir à Sherbrooke, à Montréal. Concordia va à McGill. Laval est en congé. À TVA. C'est-tu leur... ils n'ont pas une game, eux autres, là, des fois spéciale entre eux deux? Je ne sais pas si c'est celle-là. Je sais pas si c'est celle-là. Le Shaughnessy Bowl? Quelque chose de même. C'est l'autre d'après. Je sais pas si... Ça va être la deuxième? OK. Dans l'Ontario, là, on n'a rien préparé, mais est-ce que Toronto va réussir à continuer? Guelph contre Ottawa, si Guelph veut se replacer, c'est là. Ouais. Oui, pour voir qui est-ce qui est vraiment là. Carleton. Quel Carleton on va voir? Qui est-ce qui va être juste en bas de Western? Exactement. Est-ce que Toronto va pouvoir se replacer après leur défaite? Toronto est intéressant. Dans l'Atlantique. Les placer. C'est dur, hein? Ouais. C'est dur parce que ça fait tellement, tu sais, ça fait 50 ans qu'ils sont à chier. Puis là, ils ont une recrudescence dans les passés, puis on s'est dit, c'est-tu la COVID? Non, et ils ont finalement... Oui, parce qu'ils jouaient dans la division plus faible l'année passée. C'est ça. Mais finalement, quand tu as la meilleure université du pays, en théorie, tu es capable d'attirer des bons joueurs à cause de ta force. Bon, on pourrait dire la même chose de McGill, mais McGill, historiquement, quand même, attirer des bons joueurs. C'est juste que... c'est ça. Mais il n'y a pas d'adéquation directe. Ça dépend vraiment de la force du programme de football. Tu sais, si le classement de l'université, en termes de standing académique... De l'intérêt qu'ils mettent à leur programme de football aussi. Ça ne marcherait pas de même. Là. C'est surtout ça.
C'est McGill. On s'entend, McGill ne priorise pas leur programme de football. Ils priorisent également l'ensemble de leur sport. Parce que ce n'est pas toutes les universités qui font ça. Dans l'Atlantique, il y a Bishops et Saint-FX qui se rencontrent. Si Bishops va avoir une chance. Bishops, ça doit Saint-FX qui sont les favoris cette année dans l'Atlantique. Oui, mais c'est ça. Bishops, ça doit gagner celle-là. Oui, ils sont à domicile. Ils accueillent Saint-FX. C'est là. S'ils se cassent le nez là, je pense qu'ils peuvent encore l'oublier pour cette année. Ouais. Non, pas nécessairement. Ils peuvent s'en prendre dans les playoffs, mais on s'entend que c'est mauvais signe. Là. Dans l'Ouest, écoute, je pense que les deux équipes là, qui roulent bien depuis le début de l'année, Saskatchewan et Regina, les deux voisins qui s'affrontent. On va avoir une assez bonne idée de l'état des forces, mais je pense que Saskatchewan devrait s'en sortir sans trop de dommages. OK, donc, le match qui nous intéresse le plus, c'est évidemment le Vert et Or qui vient visiter les Carabins. Le Vert et Or qui se présente avec une surprenante fiche de 2 victoires, 1 défaite pour affronter les Carabins, toujours invaincus cette année. Tout ça on en a parlé avec leur troisième carrière. François, je commence avec toi. Tu t'attends à quoi comme match? Moi, j'allais te dire, je m'attends à ce que les Carabins s'amusent complètement, mais c'est sans oublier que normalement, le Vert et Or, c'est la bête noire des Carabins. Le Vert et Or a toujours, on dirait qu'ils essayent toujours de stepper up leur game quand ils jouent contre Montréal. Donc, pendant plusieurs années, la victoire contre les Carabins, c'était leur Coupe Vanier à eux autres. Donc, je ne veux pas les prendre pour battus, mais la réalité, c'est que je ne vois pas à quel moment l'attaque du Vert et Or sera capable de perforer la défensive des Carabins. Je ne vois pas. Là, encore une fois, leurs deux victoires, je le répète, c'est pas Sherbrooke qui a gagné, c'est les autres équipes qui ont perdu. Fait que, à moins d'un hécatombe chez les Carabins, je m'attends à ce que ce soit un walk in the park. Réel. Parce qu'on se rappelle quand. Excuse-moi, je te passe le. Oui. Parce que quand Sherbrooke s'est présenté à Laval au début de la saison contre une équipe de premier plan, ça n'a pas été joli. Ça n'a pas été joli. Tam, je te laisse continuer. Non, mais c'est ça. Ça dépend si Robichaud va finalement être remis de sa maladie mystérieuse. Je ne penserais pas, moi. J'ai pas l'impression qu'on va le revoir, moi. Je sais pas. Ou est-ce que Cloutier peut revenir? Je ne sais pas l'état de sa blessure. Mais le pire, c'est que Tam, c'est pas bien grave parce que leur Charles Picard est pas mal fait par rapport aux deux autres. Là, il n'est pas extraordinaire, mais les autres écoute, sont pas extraordinaires. François, c'est 619 pour 95 verges. C'est anémique. Là. Oui. On n'est pas dans grand-chose. Puis tout ça avec 2 sacs. Là. Ça veut dire qu'il a reculé pour passer 19 fois dans le match. Et ils l'ont-tu eu? Ou... Je sais, mais Cloutier, c'était pas le diable non plus. C'était pas ça. Non. Je suis pas en train de te dire que les autres sont mieux. Je te dis juste que. Moi, perso, la première demi du match de Cloutier avant qu'il se blesse, je ne l'ai pas trouvé mauvais. J'ai trouvé que les receveurs de Sherbrooke n'étaient pas efficaces et droppaient des ballons. Non, parce que le problème, c'est que pas Laval, mais Sherbrooke arrive. Tu sais, tantôt, quand je niaisais presque en disant que c'était un manchot avec une jambe cassée, c'est qu'il leur manque. Tu niaisais. Ben, okay. Il leur manque des joueurs clés. Il leur manque leurs 2 corps arrière partants, OK, en partant, puis il leur manque leurs 2 meilleurs receveurs. Là, tu sais, à un moment donné, c'est dur. Je sais qu'il y a des blessures, il y en a partout. Nous autres, il nous manque de sauts. Mais la réalité, c'est que la profondeur d'une équipe comme Montréal ou comme Laval, c'est abyssal à comparer de ce que Sherbrooke a ou qui est composé de juste de joueurs de 3e niveau. Tu sais, sans leur manquer de respect, c'est juste pas la même. Ils n'ont pas la même profondeur. Donc, je ne m'attends pas à ce qu'ils soient capables de toffer toute la partie. Est-ce que la première demi, ça va finir 14-0, 14-3? Ça se peut. Mais je m'attends que la partie finisse 43. Si Sherbrooke veut être dans le match, ils vont devoir faire ce qu'ils ont fait les 2 derniers matchs et créer des revirements pour leur donner des positions de terrain favorables.
Ah oui, ils vont avoir besoin d'aide. Là. Parce qu'il ne faut pas oublier que contre Concordia puis contre McGill, c'est pas des batteurs de même calibre que contre Laval ou contre nous. Le positionnement du terrain qui ont gagné les 2 matchs précédents parce qu'ils ont 2 batteurs de qualité, ils n'auront plus cet avantage-là aussi marqué contre nous. Donc, ils n'iront pas gagner 20 verges sur chaque échange. C'est du terrain comme ça. C'est ça. Moi, je m'attends à ce qu'on revienne avec une défensive 3-4. Ils n'ont pas vraiment assez de jeu au sol. Donc, on revient avec une défensive 3-4 puis qu'on se met à mettre la pression sur le corps arrière avec nos secondaires. C'est clair qu'il faut essayer de se rendre le plus possible au corps arrière pour le déstabiliser. Exactement. Moins que d'essayer de contrer le jeu au sol avec 2 nose tackles comme on a fait. Quitte à donner le court terrain et leur donner quelques premiers essais de plus en ayant cette stratégie-là. Parce que même deuxième et moyen, là, un 2e et 5, c'est pas du donné. Là. Non. Donc, c'est ça. Puis ça pas de gros jeu, pas de revirement. Puis ça va être le moment probablement de réussir à rétablir notre jeu au sol, de revoir peut-être la cohésion sur la O-line pour pouvoir... parce qu'ils ont quand même une bonne D-line, ils ont quand même des bons secondaires, ils n'ont pas une mauvaise défensive. Là. Donc, c'est de... Moi, j'aimerais voir un autre porteur de ballon que Bertrand Beaulieu. Bertrand Beaulieu, je veux qu'on l'utilise majoritairement, mais j'aimerais ça qu'on essayait d'installer un 1-2 punch. Ouais, je suis d'accord. Plus tard en saison, on lance moins le ballon. Il faut être capable de courir, puis il faut que nos quand tu commences à faire froid, là, quand tu commences à faire froid, là, ça te prend une équipe de porteurs de ballon. Ouais, mais le pire, c'est qu'on en a une. Le pire, c'est qu'on en a une. On a des bons porteurs de ballon, mais on ne les a pas encore utilisés, tout simplement. Non. On a Paulin et Legault qui ont touché au ballon la semaine dernière. Widens Alexandre aussi, mais je pense que c'était un sweep, si ma mémoire est bonne. Absolument. Puis il y a Lambert aussi qui a touché au ballon la game d'avant. Mais c'est ça. Je m'attends à un Friday Night Lights assez le fun pour un bon spectateur. Donc, avoir une belle soirée de football. Mais je n'ai pas l'impression qu'on aura une opposition digne de ce nom. Écoute, le temps nous le dira. Là, je suis en train de regarder rapidement la météo pour vendredi. Un 16 degrés, pas de risque de pluie. Non, une belle Friday Night Lights. Température de football, donc ça va être beaucoup plus agréable que ce qu'on a connu samedi dernier. Absolument. Ça va être une belle température de coton ouaté. Juste un coton ouaté, des shorts, on va être top shape. On va être au tailgate quand même de bonne heure, même si c'est un vendredi. Venez en profiter, c'est toujours le fun, un petit tailgate. Ils ont aménagé une belle petite terrasse, là, fait que c'est un bel endroit pour prendre un verre. Aux gens des Montagnards, venez nous donner un coup de main. Hein, à 3-4, on pédalait pas mal la semaine dernière. Absolument. Fait que, venez nous donner un petit coup de main, puis on va prendre une bonne petite bière belle gueule, bien froide. Arrivez de bonne heure parce qu'on risque de fermer le tailgate un peu plus tôt. Pour être franc, parce que là, il faut rentrer de bonne heure dans le stade. En admission générale, là. Oui. Puis on aimerait ça profiter de notre tailgate, mais aussi profiter du stade. Donc, ça se peut que les portes du tailgate soient fermées un peu plus tôt qu'à l'habitude maintenant. Donc, profitez, venez prendre une bière de bonne heure avec nous autres. Puis, on va aller s'asseoir tous ensemble. On va pouvoir utiliser notre magnifique cadeau que l'organisation nous a donné. Puis, on va essayer de se trouver des manières créatives de faire du bruit parce qu'il y a des règles spéciales à Claude Robillard qui font qu'on n'a pas le droit d'amener toutes nos bébelles. Mais bon, il faut être créatif un petit peu. Moi, je vous dirais, groupe, si vous avez été capable de rentrer de la bière toutes ces années au Sepsum, utilisez les mêmes tactiques puis rentrez vos flûtes. C'est ce que je dirais. Mais on n'incite personne à rien, là. Non. All right. Écoutez. C'est un sport de bruit. Yes. On s'en reparle vendredi sur le tailgate. Venez nous voir, ça va être agréable. Merci encore à vous deux pour cette émission. Si vous voulez
vous joindre aux Montagnards. L'inscription cette année est à 40 $. Comme je l'ai mentionné, ça inclut un petit paquet cadeau ainsi qu'une consommation à chaque match local des Bleus. Et la majorité de la somme s'en va dans le fonds de bourse des Montagnards pour aider 2 étudiants athlètes des Carabins. Pour nous suivre, Facebook, Twitter, Instagram, @montagnardmtl et sur YouTube, les Montagnards Montréal. Le podcast était une présentation de Service Pelletier-Gosselin, la solution pour les associations, et Brasseur RJ. Bonne semaine tout le monde!